concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Vous êtes les bienvenus chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce samedi 13 juin 2020 et passons immédiatement au titre du magazine. Le nouveau président élu tranquillise le peuple burundais quant à la gestion des affaires du pays, puisque, souligne-t-il, son prédécesseur lui avait tout révélé. La Ligue ITK s'inquiète de la propagation accélérée de la Covid-19 au Burundi. Et au cœur de la société, nous soulèverons la mauvaise communication qui caractérise les autorités burundaises par rapport à l'état des lieux de la pandémie Covid-19 dans le pays. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Lucie Kabela sur la mise en onde d'ingénieur Régis Demouemelo pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue, signature ce samedi dans le livre d'or par le président élu. Après cet acte, Évariste Ndayishimiye a demandé à la population burundaise de rester sereine car la mort de Nkurunziza fait partie de la planification divine. Suivez Évariste Ndayishimiye. Abantu b'Imana ni igihe cyo kurema kuko biraboneka neza yuko ivyo turimwo. En tant que croyants, c'est le moment de faire preuve de notre foi. Il est évident que les épreuves que nous traversons constituent un plan de Dieu. C'est la volonté divine sans doute. D'ailleurs, moi, je considère ça comme un miracle. Si je regarde en arrière dans l'histoire du Burundi, et sachant bien le passé de notre pays, le calme qui règne à travers tout le pays, malgré cet événement tragique, et que les Burundais sont restés unis comme les enfants d'un même père, c'est vraiment incroyable. Ukabona yuko turi koko abana bagize umuryango uwabonye kahise ku Burundi ibi ntavyo yo kumva nico gituma ari gihe cyo kurema tureme kuko umuvyeyi wacu ntiyadusize turi intano biraboneka yuko tubona ko tutari intano. C'est pour cela que je dis qu'il faut garder espoir. Gardons espoir puisque notre président ne nous a pas laissés comme des enfants sans famille. Il nous a laissés dans une famille unie, une famille qui a des aînés capables de guider les autres dans la famille, des aînés qui savent distinguer le bien et le mal. Avec raison, c'est lui-même qui nous a élevés et qui a inculqué en nous l'esprit d'humanité. Avant son règne, les Burundais avaient un comportement sauvage. Quant à ceux qui pensent que la gestion du pays n'est pas certaine avec la mort inopinée de son mentor Évariste Ndayishimiye, tranquillise et fait savoir que le défunt lui avait déjà transmis tous les secrets avant de mourir. Encore une fois, Évariste Ndayishimiye. Tenez, nous venons juste des élections et notre cher parent qui nous initiait trépasse. Mais on reste serein. On a compris qu'il nous a laissé un remplaçant qui est à sa hauteur. On ne reste pas comme des orphelins. Et je vous l'ai dit parce qu'il nous l'a tous dit avant son départ. Ceux qui étaient à Gitega le savent bien. Je dirais même que c'est à Gitega qu'il nous a présenté ses adieux. Personne ne peut le contester. Souvenez-vous qu'il est allé jusqu'à dire qu'il venait déjà de procéder à mon investiture. Ça veut dire qu'il venait de dire qu'il venait de mettre fin à sa mission. Si vous vous en souvenez, il a dit « Mambokwisha, affaire terminée. Prions Dieu pour qu'il puisse nous donner la chance de terminer en beauté comme lui. Terminer en beauté tout en ayant préparé son héritier. » Et moi personnellement, il a eu l'occasion de me présenter ses adieux. Il a aussi présenté ses adieux à ma famille. Il nous a appelés avec mon épouse pour nous bénir. Il l'a effectivement fait. Dans ses prières, il a demandé à Dieu de transmettre ses puissances à notre couple. Il y en a ceux qui l'ont assisté. Nous étions à Bouillé où il nous avait demandé de nous rendre avant que l'on débute la campagne. C'est à cette occasion qu'il a annoncé que l'on ne se retrouvera plus. Et moi, comme toujours, je lui ai répondu que seul Dieu le sait. À ce moment, je n'ai pas réalisé qu'il stipulait que la famille présidentielle est la mienne.
nous ne pourrions plus avoir une autre occasion de nous revoir réunis. Je vous rassure que moi et lui, nous avons eu plusieurs occasions de nous entretenir pour parler de la façon de gérer le pays selon les moments actuels. Je vous dirais qu'il n'y a rien qu'il n'aurait pas révélé. Pendant plusieurs séances qu'on a passées ensemble, je prenais note de tout ce qu'il me disait. Qu'il n'y ait personne qui craigne qu'il y aurait quelque chose qui pouvait m'échapper dans tout ce qu'il m'a dit. Non, il m'a tout dit. Il m'a même montré la parole de Dieu qui devrait me guider durant l'exercice de mes fonctions. Il m'a révélé là où il a échoué et m'a proposé comment surmonter ces obstacles. Souvenez-vous, il disait souvent qu'il savait bien qu'il y a des problèmes, mais qu'il ne voulait pas que j'en hérite. tuzoba dutanga ubundi butegetsi ndafise ivyo ngendera ko ivya yambwira ati ahangoye hari ngaha aha twahakosora gutya muribuka n'ivyo yaguma avuga ati ndazi ko hari ingorane sishaka kumuraga ingorane hari hizazosanga nahejeje. Évariste Ndayishimiye a été repris en français par Clovis Niyonzima. L'investiture du nouveau président élu devrait être précédée par la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale élue en même temps que son nouveau président, indique l'ancien vice-président de la République. Pour Frédéric Bamvou-Guignonvilla, s'il advenait que son nouveau président ne soit plus à mesure de diriger le pays, il faut qu'il y ait un président de l'Assemblée nationale qui assure la transition conformément à la Constitution. Suivez Frédéric Bamvou-Guignonvilla, ancien vice-président de la République. Là où se trouve le problème réel, c'est que nous sommes en train d'évoluer dans une constitution qui résulte de l'arnaque pratiquement, parce que vous savez comment nous avons obtenu le référendum, comment il a été organisé justement ces élections. Maintenant, comme la Cour constitutionnelle est une émanation de la volonté d'un parti politique, la CENI résultant également de la volonté d'un parti politique, il est très clair que cette Cour constitutionnelle devrait absolument se préoccuper, plutôt s'activer à amener Évariste Ndayishimiye pour qu'il prenne les rênes du pouvoir presque immédiatement. Ça, c'est une chose, mais la préoccupation n'est pas celle-là. Évariste Ndayishimiye a participé aux élections comme les députés ont participé aux élections. Ça veut dire que nous avons des élections présidentielles et des élections législatives au même moment. Ça signifie que nous avons déjà une Assemblée nationale élue. Et pourquoi ne pas tout faire pour que cette Assemblée soit mise en place, pour que justement un président de l'Assemblée nationale puisse être là, quitte à ce que s'il y avait un problème qui arriverait à ce nouveau président proclamé, il faut que quand même il y ait quelqu'un qui, conformément à la loi, puisse le remplacer. Ici, je le dis, si par exemple il advenait quelque chose à Évariste, qu'est-ce qui se passerait? Ce qui se passerait, c'est qu'on aurait besoin d'un président qui puisse venir régler ce problème. Et ce président, c'est le président de l'Assemblée nationale, non pas l'actuel, mais celui-là qui devrait exercer une Assemblée nationale. Et ça, c'est la volonté des généraux. Les généraux ont amené le candidat Évariste, et le candidat Évariste a participé aux élections. Il sait les voix qu'il a obtenues, mais toutefois, ces généraux, ils sont invincibles, si je puis le dire ainsi, ils sont invincibles, du moins pour le moment, et par conséquent, ça devient très compliqué pour ces gens-là à accepter qu'il y ait une autre voie. Ça veut dire qu'ils veulent forcer la nôtre, c'est ça l'objectif de la Cour, et la Cour, je dis qu'elle dépend non pas d'elle-même, mais pratiquement du parti et des deux. C'était Frédéric Bamvou-Guignonvilla, ancien vice-président de la République. Et pour tourner la page politique, le parti CNL dit être déçu de la sentence prononcée par la Cour constitutionnelle en réponse au recours de contestation des scrutins du 20 mai 2020 et de ses résultats. Dans une déclaration sortie ce jeudi, le parti CNL informe la communauté nationale et internationale que la Cour constitutionnelle a fait fi des moyens d'annulation invoqués, nonobstant les pièces probantes fournies par ce parti. Le contenu de cette déclaration avec Trésor Nyonga. Dans la déclaration de ce jeudi, le parti CNL porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale son sentiment de déception suite à la sentence de la Cour constitutionnelle après l'analyse du recours en contestation des résultats électoraux. Dans cette déclaration signée par Agathon Rwasa, le président du parti CNL condamne le rejet par la Cour constitutionnelle de l'allégation en rapport avec la disproportionnalité de la représentativité des candidats dans les bureaux de vote au motif
motif que cette question aurait été tranchée définitivement par les CEPI. Par contre, le parti CNL estime que la Cour constitutionnelle aurait dû mener des investigations nécessaires pour s'assurer de la pertinence de cette allégation que ce parti avait soulevée dans l'optique de lui montrer combien des fraudes massives avaient été planifiées à l'avance à travers les agents de la CENI. Le parti CNL estime également qu'il est absurde que la Cour constitutionnelle considère que c'est le requérant qui aurait manipulé les procès-verbaux alors qu'il n'a aucune main mise sur les agents de la CENI, d'autant plus que les bureaux de vote étaient quasi monolithiques. Le parti CNL trouve que la différence des mentions que cette Cour a constatées sur les procès-verbaux lui transmis par la CENI et ceux fournis par le parti CNL est une preuve supplémentaire confirmant qu'il y a eu fraude électorale impliquant les agents de la CENI dans la confection de nouveaux procès-verbaux à la va-vite après avoir constaté que le parti CNL venait en tête à travers tout le pays. Le parti CNL souligne également la différence des votants dans les 3 scrutins alors que les taux de participation aux 3 scrutins devraient être identiques. Une autre allégation mise en avant par le parti CNL est que la différence entre le nombre de bulletins de vote uniques distribués, le nombre des bulletins de vote retrouvés au dépouillement et le nombre d'électeurs est une erreur matérielle qu'une personne vigilante aurait pu constater et au parti CNL de conclure que la Cour constitutionnelle a été partiale en couvrant la fraude électorale mise en œuvre par les agents de la CENI. Le parti CNL demande aux institutions de l'État habilitées et à la communauté internationale de s'impliquer pour la résolution pacifique de ce contentieux électoral. Le parti CNL demande également à la population burundaise de rester calme et attendre dans la sérénité le dénouement de la situation. C'était Trésor Nyongao. Dans quelques instants, nous abordons la page Droits de l'homme. Le gouvernement du Burundi devrait redoubler d'efforts pour lutter contre la pandémie Covid-19. Propos tenus par le président de la Ligue ITEC en chair, Nikoyagidze, réagit après que 6 détenus de la prison centrale d'Ongozi aient succombé à cette pandémie, une pandémie qui se propage comme une traînée de poudre dans cette maison carcérale. Suivez à ce propos en chair, Nikoyagidze. À la LITECA, d'abord, nous sommes très préoccupés par la situation sanitaire qui se fait dans cette prison en particulier et dans toutes les prisons en général. La LITECA a eu des informations qu'il y a une quarantaine qui est organisée à l'intérieur de la prison. Et vous savez les conditions dans lesquelles les prisons au Burundi sont organisées. Une grande partie des prisonniers qui présentent des signes du Covid qui sont en train d'être traités à l'intérieur de la prison, mais aussi dans l'hôpital d'Ongozi. Nous avons eu des prisonniers qui ont déjà mort. Pour nous, à la LITECA, nous sommes préoccupés par le fait que même les médecins qui osent dire ça, ils sont menacés par l'administration, ils sont menacés par le gouvernement, alors que c'est une pandémie qu'il ne faut pas jouer avec elle. C'est pourquoi à la LITECA, nous voudrions inviter le gouvernement du Burundi de se saisir, de s'impliquer pour vraiment protéger ces prisonniers. Ils sont déjà dans une situation difficile et donc nous implorons le gouvernement d'y mettre du sérieux et de protéger, de commencer à soigner ces gens d'une façon efficace. Et nous interpellons également le CICR qui a déjà intenté une activité dans cette prison de continuer à aider ces personnes, ces prisonniers. On saisit aussi une occasion pour inviter le gouvernement de se préoccuper de la population burundaise qui est vraiment menacée par cette pandémie. Ce n'est pas en Ngozi seulement, c'est même dans tout le pays, comme on a des informations dans presque toutes les provinces du pays. C'était en chair Nikoyagidze, président de la Ligue ITEC, et l'État du Burundi a failli à sa mission de faire prendre conscience aux citoyens qu'ils gouvernent de leurs droits ainsi que celle de créer des institutions de promotion et de protection des droits de l'homme. Réaction d'Emmanuel Nibizi, vice-président de la Ligue ITEC, qui explique que le gouvernement du Burundi devrait traduire en langue nationale tous les textes législatifs. Emmanuel Nibizi fait savoir que même les institutions de l'Ombudsman et de la CNDH mises en place par le gouvernement ne sont pas du tout indépendantes et deviennent ainsi illégitimes aux yeux des citoyens. Il s'agit du 12e message lancé dans le cadre de la campagne sur la légitimité du travail des défenseurs des droits humains initiée par la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle. Suivez à ce propos Emmanuel Nibizi, vice-président de la Ligue ITEC. D'après le contenu de l'article 14, alinéa 1 de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme, il incombe à l'État de prendre les mesures appropriées sur les plans
législatifs, judiciaires, administratifs ou autres, en vue de mieux faire prendre conscience à toutes les personnes relevant de sa juridiction de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ces mesures doivent comprendre notamment la publication et la large disponibilité des textes de loi et règlements nationaux et des instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l'homme. Le plein accès dans des conditions d'égalité aux documents internationaux dans le domaine des droits de l'homme, y compris les rapports périodiques présentés par l'État aux organes créés en vue d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, ainsi que le compte rendu analytique de l'examen des rapports et les rapports officiels de ces organes. Au Burundi, l'article de la Constitution promulguée en 2018 stipule dans son deuxième alinéa que tous les textes législatifs doivent avoir les versions en Kirundi. Malgré cette disposition appréciable, beaucoup de textes de loi ne sont disponibles qu'en français uniquement. Cette disposition devrait s'appliquer aussi à d'autres textes tels que les décrets, ordonnances et autres documents administratifs adressés au Burundi. Quant à la diffusion, tout ou presque reste à faire et c'est un travail qui requiert l'appui des organisations de la société civile, d'où l'importance pour le gouvernement de leur garantir la liberté d'action. À l'alinéa 3 de la déclaration, il est du devoir de l'État d'encourager et d'appuyer lorsqu'il convient la création et le développement d'autres institutions nationales indépendantes pour la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur tout le territoire relevant de sa juridiction. Nous apprécions le pas franchi avec notamment la mise en place de l'institution de l'Ombudsman de la République et de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH. Néanmoins, nous déplorons le manque d'indépendance de ces institutions, l'absence du vetting ainsi que le manque de large concertation sur les candidats commissaires avant nomination rendent ces dernières inefficaces et réduisent la légitimité au regard des citoyens. Nous encourageons ces deux institutions de s'affranchir du joug de forces anti-droits de l'homme et de redorer l'image en travail pour le peuple burundais. Nous interpellons le gouvernement à respecter les engagements contenus dans ces dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme. Le phénomène d'enfants de la rue en province Gitega échappe de plus en plus à tout contrôle et n'est pas prêt à être maîtrisé. Ayant abandonné l'école faute de moyens ou par négligence de la part de leurs parents, ces enfants sont quelquefois à l'origine de l'insécurité, surtout dans la ville de Gitega où leur nombre ne cesse d'augmenter. Le point avec Walter Kwitzer. Ils sont très nombreux et leur effectif n'est jusqu'à présent pas connu. Il s'agit des enfants de la rue qui déambulent dans la ville de Gitega, la nouvelle capitale politique du pays. Mais, selon les associations qui militent pour les droits des enfants, ces derniers sont estimés à peu près 50. Pourtant, ces enfants ne sont pas orphelins. Mais, à cause de la pauvreté qui gangrène les familles, certains enfants quittent leur maison familiale et se débrouillent pour trouver de quoi mettre sous la dent. Témoignage de cet enfant de 12 ans qui vient de passer 2 ans dans la rue. À la maison, la plupart des cas, la vie est difficile. Pour cela, tu dois aller dans la rue pour chercher comment vivre. On dort n'importe où. Parfois, il y a des bienfaiteurs qui nous donnent des habits. D'autres qui se sont entretenus avec la RPA font savoir que s'ils sont dans la rue, c'est parce que leurs parents les ont chassés du foyer familial. Moi, j'ai été chassé de la maison, soi-disant que j'étais toujours fautif. La majorité de ces enfants quittent l'école trop tôt, comme en témoigne ce jeune qui a quitté le banc de l'école alors qu'il était en 4e année primaire. On m'a demandé les frais scolaires. Et en plus de cela, on devrait contribuer pour les sentinelles, pour la construction de l'école et j'en passe. Mais on ne pouvait pas avoir tout cet argent. Sans toit ni nourriture, ces enfants deviennent un danger pour les habitants de la place car ils deviennent très vite des voleurs. Ils sont très nombreux ici à Gitega et surtout dans le quartier Nyamugali. Et comme leurs parents ne peuvent plus répondre à leurs besoins, ils commandent de l'argent ou de la nourriture devant les restaurants. Et quand on ne leur donne rien, ils attendent la nuit pour aller commettre du vol dans les ménages. Ils prennent tout ce qui leur passe sous la main, que ce soit les marmites, les chaussures et d'autres objets.
Et, poursuivent nos sources, pour supporter le froid et les mauvaises conditions dans lesquelles ils vivent, ils s'adonnent à l'alcool et aux autres stupéfiants. Ils fument du tabac et du chanvre, et ce, en pleine journée. Ils consomment également des boissons prohibées, comme celle dénommée Caribou. Dans la plupart des cas, ces enfants dorment à la belle étoile. Les plus chanceux dorment devant des magasins, dans des carcasses ou dans des maisons en chantier. Pour rappel, dans les années 2017 et 2018, l'effectif de ces enfants avait sensiblement diminué car les administratifs les pourchassaient et les remettaient à leurs familles. Mais depuis, ils sont délaissés et livrés à eux-mêmes. Merci à Walter Cuisela pour ce reportage. Restons en province Gitega où le prix du riz risque d'être revu à la hausse. La raison serait la mauvaise récolte de cette saison culturelle suite aux fortes pluies qui se sont abattues dans cette région. C'est un reportage signé Marie-Ange Ilakodze. Dans presque toutes les communes de la province Gitega, la récolte du maïs et du haricot se fait généralement au mois de janvier, quitte à ce que dès le mois de février, les riziculteurs commencent à repiquer le riz. Selon un riziculteur de la place qui s'est entretenu avec la RPA, la moisson a toujours été satisfaisante, sauf pour cette saison culturelle. En effet, révèlent nos sources, les semences utilisées étaient de très mauvaise qualité. Ajoutés aux fortes pluies qui se sont abattues dans cette province, tous leurs espoirs sont anéantis car presque tous leurs champs ont été emportés. Désespérés, les riziculteurs de la province Gitega demandent aux moniteurs agricoles de les aider à mieux tracer les courbes de niveau pour éviter que l'année prochaine, leur culture ne soit encore une fois emportée par l'érosion. Ils demandent également au ministère ayant l'agriculteur dans ses attributions de leur fournir des semences sélectionnées pour pouvoir booster la récolte du riz, vu que les conséquences se persécutent sur la population. C'est au moment où le kilo du riz moyen est passé de 1100 francs à 1350 francs burundais, quant à celui qui s'achetait à 1400 francs burundais l'année dernière, se vend aujourd'hui à 1600 francs le kilo. Merci à Marie-Ange Ilakodze. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui revient sur la mauvaise communication des autorités burundaises dans une situation d'une menace existentielle comme la pandémie Covid-19. Et son mini-magazine de la synergie des médias vous est présenté par Bertrand Ngendakouli. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de lundi préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La gestion de l'information sur l'état de santé du président Pierre Nkurunziza, juste avant et après sa mort, est l'un des cas illustratifs de dissimulation de l'information par le gouvernement burundais depuis le début de la crise liée à la Covid-19. La dissimulation ou le mensonge adopté par le gouvernement peuvent-ils avoir des conséquences sur le quotidien de la population burundaise? C'est sur cela que nous allons nous concentrer dans le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 13 juin 2020. À la présentation, Bertrand Ngendakouli. Bienvenue. Depuis lundi soir, cette semaine, des rumeurs sur la mort du président Pierre Nkurunziza circulaient au Burundi. Des rumeurs non confirmées, mais non démenties par le gouvernement. Émile Nibasumba de la radio publique africaine RPA revient sur cette situation qui s'est finalement débloquée dans la journée de mardi. Après avoir confirmé que Pierre Nkurunziza était admis à l'hôpital du cinquantenaire de Karuzi samedi dernier, la radio publique africaine a ensuite affirmé que le président de la République du Burundi serait mort le lundi. Parallèlement à la publication sur ses réseaux sociaux, la RPA a finalement décidé d'informer l'opinion dans son flash de mardi à 14h. Après 3 jours d'hospitalisation à l'hôpital du cinquantenaire de la province Karusi, certaines sources affirment que le chef de l'État serait décédé dans l'après-midi de son lundi et que des réunions de crise se tiennent. Le silence qui avait caractérisé le bureau du chef de l'État a finalement disparu et certains conseillers ont commencé à semer le flou dans leurs interventions. C'est aux environs de 16 heures dans la même journée de mardi que le gouvernement burundais a finalement confirmé ce décès. Le gouvernement de la République du Burundi
annonce avec une très grande tristesse au Burundi et à la communauté internationale le décès inopiné de son Excellence Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, survenu à l'hôpital du cinquantenaire Natwe Turashoboye de Karusi suite à un arrêt cardiaque. Bob Lugurika, directeur de la radio publique africaine, s'est beaucoup investi dans la recherche de la vérité sur cette affaire. L'attitude habituelle du gouvernement burundais dans de telles situations inquiétait Bob Lugurika. Vous vous rappelez qu'il y a quelque temps, sa femme avait été évacuée sur le Kenya pour des raisons de santé et la presse kenyane avait bien souligné que cette femme, la première dame du Burundi, avait été testée positive du Covid-19 à son arrivée au Kenya. Alors, plusieurs rumeurs ont couru sur l'état de santé du président Pierre Nkurunziza. Nombreux étaient ceux qui croient que probablement il a été contaminé aussi du Covid-19. Alors, nous avons décidé de suivre et de près cette information, cette situation. Alors, jusqu'au jour où nous avons appris que le président Pierre Nkurunziza venait d'être admis dans un hôpital. Et là, nous avons décidé alors de pousser les enquêtes en profondeur jusqu'au jour où nous avons appris que la santé du président vraiment se dégradait et que le président était décédé. Donc, ça, c'était beaucoup plus sérieux. Et alors, ce qui était beaucoup plus préoccupant pour nous, c'était le silence absolu des institutions, des autorités du pays. Et là, connaissant le régime SNDD-FDD, connaissant que c'est un régime qui a déjà réalisé pas mal de montages politiques, des montages sécuritaires, des montages qui ont emporté des vies des Burundais, nous avons décidé alors de prendre la chose en main et de communiquer sur cette situation. Dès le lundi, nous avons chaque fois diffusé des informations d'une manière responsable pour interpeller les responsables de l'État pour qu'ils puissent communiquer. Ils ne l'ont pas fait. Alors, le mardi, nous avons décidé de publier un article où nous nous interrogions sur la vie ou la mort du président Pierre Nkurunziza. Et c'est vers 16h du même mardi que les autorités finalement sont sorties de leur silence et ont annoncé effectivement le décès inopiné du président Pierre Nkurunziza, même si les raisons qu'ils ont avancées n'ont pas convaincu tout le monde. Donc, pour nous, nous avons bien géré l'information, même quand nous avons appris la mort du président. Nous ne l'avons pas communiqué immédiatement pour des raisons professionnelles et responsables, parce qu'on attendait à ce que les services habilités puissent le faire. En cette période de rumeurs ou de fausses informations en circulation, la population peut prendre de mauvaises décisions ou tout simplement entreprendre de mauvais comportements dans une situation d'une menace existentielle. C'est la lecture de Jean-Régis Ndouimana, expert en études des médias. D'emblée, il faut noter que cette manque d'informations sur certains faits d'actualité est bel et bien orchestré par le gouvernement. C'est dans sa perspective de contrôle de l'information. Autrement dit, le gouvernement veut imposer ce qui se dit ou bien ce qu'il faut faire croire aux gens. On a observé ça lors des élections avec cette pandémie du Covid-19, mais aussi avec la mort du président. Alors, quelles sont les conséquences qui sont là? Par exemple, ça accentue la panoplie de rumeurs ou de fausses informations en circulation. Ça se voit au Burundi avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quelqu'un est mort, demain on le voit, il est là, devant les caméras, ou bien on spécule sur beaucoup de choses. Mais aussi la désinformation ou la propagation intentionnelle des opinions ou idées en l'absence de véritable information. Là aussi, c'est une conséquence. Et puis encore, ça va impacter, mais aussi sur la population. Souvenez-vous, l'information nous aide à prendre de bonnes décisions. Alors, à l'absence de cette information autorisée, les gens peuvent prendre de mauvaises décisions. Par exemple, aujourd'hui, au Burundi, les gens ne sont pas bien informés sur la pandémie du Covid. Ce qui se passe au Burundi, ça ne se passe pas ailleurs, parce que les Burundais ne sont pas informés sur la pandémie et ils continuent à adopter ces comportements comme en temps normal, alors qu'il y a des mesures qui sont préventives, qui sont recommandées par exemple par l'OMS, qui ne sont pas encore de mise au Burundi. Jean-Régis Ndouimana s'est entretenu avec Thierry Bigilindavi de la télévision Renaissance. L'on peut retenir avant de clore ce mini-magazine que l'absence d'une information accentue la panoplie de rumeurs. C'était le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi.
Merci pour votre écoute. Bertrand Ndakourio, je vous le présentais. Rendez-vous samedi prochain pour un autre magazine. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à Bertrand Ngendakourio et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que prend fin son magazine Humura Burundi de ce samedi 13 juin 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci à Lucie Kabela et à l'ingénieur Ejide Mwemero pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Excellent week-end chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.